Mes chers compatriotes, bonsoir. Je vous ai demandé de prendre le temps à 18 heures de revenir pour qu'on se retrouve pour parler du changement. Nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi est-ce que nous intervenons dans cette affaire de changement. Nous recevons ce qu'on appelle les retours du Cameroun parce que le changement n'ayant jamais été pensé, partagez le direct. Faites ce qu'il faut pour que le direct soit toujours aussi intense, pour que tous ceux qui sont au Cameroun prennent le temps de comprendre pourquoi est-ce que nous avons décidé d'entamer cette démarche. Ils ne sont pas nombreux, ceux qui sont capables de dire ce que nous disons aujourd'hui. Bonsoir tout le monde. Moi, je vous ai toujours donné ma position. Je vous ai toujours dit que je n'ai jamais été lié de près ni de loin à la gestion du patrimoine national. Je n'ai aucun poste politique. Je n'ai jamais milité pour un candidat. La connexion est lente, apparemment. Mais je suis comme tous les Camerounais. Nous avons tous une attache. Nous sommes tous liés à une culture, à une région, à un village, à une ville. C'est tout ça qui fait que quand nous allons au Cameroun, nous essayons de nous rapprocher des nôtres. Mais il y a quelque chose de supérieur qui est au-dessus de nous, c'est le Cameroun. À partir du moment où nous constatons que le Cameroun est en danger, nous devons sortir de nos villages, de nos postures, de nos traditions, de tout ce qu'il faut pour sauver le Cameroun. Parce que la chance que nous avons, c'est que nous avons un pays qui a beaucoup de culture. Et c'est ce mélange de culture qui fait notre richesse. Nous sommes différents les uns des autres de beaucoup de choses. Mais on arrive toujours à se retrouver quelque part. On a très mal expliqué à mes frères du Sud quelle était la véritable puissance du pouvoir au Cameroun. Parce qu'en réalité, le pouvoir se dispute au nord, mais on se réjouit du pouvoir au sud. Les richesses du pouvoir sont au sud, mais les richesses des urnes sont au nord. C'est un peu comme ça que le Cameroun. Donc, cet équilibre, qui est en même temps un déséquilibre, fait que nous sommes dans un pays où nous devons en permanence composer. Et nous, les Boulous, mes frères et moi, n'avons jamais gagné le pouvoir parce qu'on était les plus nombreux du Cameroun. Nous sommes une minorité, nous les Boulous. Mais nous sommes tellement riches, comme les gens de l'Est. Les richesses qui sont dans le sous-sol des gens de l'Est et des gens du Sud fait que toutes les autres tribus feront ce qu'elles veulent. Elles seront obligées de composer avec nous. Qu'il y ait M. Biya ou qu'il n'y ait pas M. Biya. Ce n'est pas le président Biya qui a fait construire la route
qui part de Yaoundé, qui vient jusqu'à Saint-Mélima. Ce n'est pas M. Biya. Si M. Biya est devenu président de la République, c'est parce que le président Ahidjo a trouvé des moyens, moi je n'étais pas là à cette époque, de faire exister les minorités. Et nous existons comme minorité, mais en ayant dans l'imaginaire des Camerounais comme étant détenteurs du pouvoir. Mais en réalité, les Poulous n'ont pas le pouvoir. Parce que le vrai pouvoir, c'est d'abord le pouvoir économique. Nous, nous sommes un peuple de jouisseurs, nous les Boulous. C'est vrai, nous sommes très intelligents. L'argent, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'argent n'est pas forcément une valeur chez nous. Ce n'est pas une valeur fondamentale. Parce que nous n'avons besoin de rien. Nos boucheries, c'est dans nos forêts. Nos poissonneries, c'est dans nos forêts. Notre agriculture, c'est dans nos forêts. Nous avons besoin de quoi? C'est les autres qui ont besoin des choses de chez nous. C'est ça que j'explique à mes frères. Que le pouvoir politique nous empêche de nous épanouir. Parce qu'ils sont en train d'extraire nos richesses devant nous, en nous empêchant de nous épanouir, en empêchant de nous désenclaver. Nous-mêmes, nous ne profitons pas de nos richesses. C'est la clique politique qui, en utilisant le pouvoir de la police et de tout ce qu'ils ont comme instrument de l'administration, qui nous empêche de bien vivre chez nous. Combien de fois j'ai expliqué à mes frères que si vraiment la politique donnait de l'argent, c'est que nous sommes riches. Mais ceux qui ont de l'argent en politique, tout le monde, on a la preuve. On connaît leur niveau de vie. Et on sait ce qu'ils gagnent réellement. Il n'y a que eux dans leur tête qui peuvent justifier des biens qu'ils ont par rapport à ce qu'ils doivent avoir. Mais quand on est un homme qui connaît la vie, on sait très bien que celui-là, ce qu'il a, il ne l'a pas eu honnêtement. On le sait. Mais ce ne sont pas que les Boulous qui l'ont fait. C'est pour ça que nous demandons toujours à tout le monde de faire le travail dans sa région. N'ayez plus peur. C'est l'intérêt de notre pays qui est en jeu. Moi, mon travail est d'expliquer à mes frères que dans l'état actuel des choses, si les choses tournent mal, nous allons payer doublement. Or, nous n'avons déjà pas profité des 41 ans que nous avons eus. Si nous nous embarquons dans l'inconnu, alors que nous sommes au bord du précipice, moi je vois comment nous allons tout droit au bord de la rivière pour tomber. Il est de mon devoir de vous dire que, hé, mes frères, ne tombez pas, attendez. Expliquons les choses, expliquons-nous. Comprenez d'abord pourquoi nous en sommes là. Moi, je peux expliquer aux agriculteurs de ma région pourquoi ils sont pauvres. Je peux les expliquer parce qu'ils ne connaissent pas. Paul Biya a créé quelque chose de magnifique quand il est arrivé. Il a enlevé dans l'imaginaire de nos populations l'idée que comme il est devenu président de la République, on ne pourra plus arrêter les gens parce qu'ils ne payent plus l'impôt libératoire. Parce qu'à l'époque d'Ahidjo, on vous a arrêté parce que vous n'aviez pas l'impôt libératoire. Ce sont nos grands-parents qui récoltaient l'impôt libératoire, qui récoltaient auprès des citoyens et qui allaient donner cet impôt au sous-préfet qui faisait transmettre l'argent là où il devait aller. Ce sont nos grands-parents à nous qui faisaient ce travail. Le jour où Paul Biya est arrivé, il a dit que vous n'allez plus payer d'impôts. Mais en vérité, c'était une arnaque.
En vérité, il a arnaqué nos populations. Parce que, aujourd'hui, comment Paul Biya fait payer l'impôt aux villageois? En utilisant la taxe à l'exportation. Parce que nous, les hommes de la forêt, nous donnons à l'État de l'argent chaque année en tant que citoyens. C'est-à-dire nous participons à l'effort de la nation en produisant le cacao que l'État envoie à l'extérieur et qui récupère une taxe à l'exportation. À l'époque où l'État récupérait 150 francs le kilo sur la taxe à l'exportation, ça lui ramenait entre 400 et 500 milliards chaque année. De l'argent qui entrait dans l'État, que les agriculteurs donnent. Qu'est-ce que les agriculteurs ont eu en retour? Qu'est-ce que les agriculteurs ont eu en 40 ans en retour? Les agriculteurs sont une valeur sûre. Le cacao est produit chaque année. Même aujourd'hui, où la taxe à l'exportation a été ramenée à 75 francs, où on veut promouvoir la transformation locale. Les agriculteurs donnent à l'État pratiquement entre 150 et 300 milliards chaque année d'impôts grâce à leurs efforts. Sans aide, sans subvention, sans aménagement de routes, sans politique agricole, rien. Les villageois travaillent. Les villageois participent. Et l'État prend de l'argent sur les villageois chaque année. Mais les villageois n'ont pas conscience de leur force. Les agriculteurs chez nous ne prennent pas conscience que c'est eux qui portent la nation. Dans chaque pays au monde, pour ceux qui viennent dans la diaspora, est-ce que vous ne voyez pas le poids des agriculteurs? Les agriculteurs arrêtent l'économie en France. Chez nous, on prend des agriculteurs comme des moins que rien, alors que c'est une force. Qui a déjà expliqué à l'agriculteur qu'il paye de l'impôt à l'État depuis que Paul Biya est là? Nous nous sommes engagés dans le changement. Je n'ai pas initié une démarche de dénonciation pour dénoncer, juste pour dénoncer. L'expérience que moi j'ai acquise en mettant la moitié de ma carrière à fréquenter le Cameroun et dans le cadre de mes activités à voyager un peu partout dans le monde, me permet d'apporter un diagnostic et de dire que si on fait par exemple telle chose chez moi, ça pourrait marcher en fonction des richesses, des opportunités, des hommes que j'ai chez moi. Mais la classe politique actuelle ne permet pas, elle ne veut pas que le développement se fasse. Elle veut utiliser nos populations comme du papier jetable qu'on va venir prendre après chaque 5 ans ou 7 ans pour l'utiliser à des fins qui sont autres que la gestion du bien public. Et ça, c'est au nom de Paul Biya. Et nous nous disons clairement que ça s'arrête en 2025. Nous qui sommes du dialogue, nous commençons à le dire. Que ça s'arrête en 2025. Moi, je viens toujours ici vous faire des petits clins d'œil des secrets du palais. Moi, j'appelle ça comme les secrets du palais. Nous vous disons que le président n'a plus les forces de continuer. Nous disons ça à nos populations. Nos populations le savent. Tout le Cameroun le sait. Je vous raconte ici une petite histoire qui vient de la bouche du petit frère du président de la République, qui raconte à une élite du Sud et que cette élite du Sud raconte l'histoire, on est en train de boire un verre. Les secrets du palais nous trouvent partout où nous sommes. Nous savons ce qui se passe à l'intérieur de la famille étant au quartier.
en buvant avec nos frères. Parce que c'est toujours les mêmes élites qui viennent raconter. Donc, il nous parvient que la famille présidentielle s'est assise à la convocation du petit frère du président. Je ne vais pas donner l'ordre du jour de la réunion, mais une réunion a été faite à l'initiative du petit frère du président. La semaine qui suivait, le président est venu et son petit frère lui a fait part de la réunion qui a été tenue en son absence. Et la réponse du président a été tout autre. Le président lui a fait comprendre que il doit savoir que dans l'ordre du pouvoir familial, à partir du moment où son grand frère est décédé, c'est lui, M. Paul Biya, qui est le chef de famille. Donc son petit frère n'a pas à faire des réunions sans toutefois lui demander l'autorisation de faire des réunions de famille. Donc quand son petit frère raconte l'histoire, il raconte l'histoire en disant donc à cette élite que il ne comprend pas pourquoi le président de la République, avec toutes les charges qu'il a comme président de la République, vient revendiquer les charges de chef de famille. C'est vrai que le président, c'est lui le chef de famille, normalement, selon l'ordre hiérarchique de la famille. Quand M. Paul Biya avait besoin de gérer son pouvoir de lui-même, personne n'arrivait dans son carré pour lui arracher une partie de son pouvoir. Même dans sa famille. C'est lui le chef de famille, c'est lui le président. Même dans la famille, il ne faut pas prendre le pouvoir de M. Paul Biya tant qu'il est encore valide. Donc nous, ce que nous voyons aujourd'hui, la façon dont le pouvoir est géré, nous vous disons que Paul Biya n'a plus le pouvoir, ni dans sa famille, ni au niveau de l'État. Quel est le crime qu'on commet quand on dit ça, alors que les preuves sont là? Paul Biya est fatigué. Demandez aux élites comment est Paul Biya. Aujourd'hui, tout le monde, ils sont en train de savourer les reliques du pouvoir comme des hyènes. Comme des hyènes, ils sont en train de se déchirer le patrimoine, de se partager. Ils sont là comme des... Je ne sais pas. Et ça nous met en danger. Ça nous met en danger parce que nous ne pouvons pas être une nation particulière. Nous sommes une nation parmi les hommes. Nous ne devons pas tomber dans le piège où nous allons faire des problèmes qui vont profiter à ceux qui aiment qu'il y ait des problèmes pour qu'ils viennent prendre des restes. Nous n'allons pas couler du sang pour eux. Nous ne devons pas couler du sang pour ces gens-là. Ils n'en valent pas la peine. Nous devons nous entendre. Nous devons les battre avec les outils qui nous ont donnés, c'est-à-dire la démocratie, voter, sécuriser le vote, les battre à plat de couture sur le vote. Et rien que pour ça, le secret, il n'y a pas d'autre chose que tout le monde aille s'inscrire. On vous dira. Mais sachez que en 2025, là on est clair, ce n'est pas le nom de Paul Biya qu'on veut voir dans le RDPC. Et on continue à dire aux gens du RDPC, débrouillez-vous, faites comme vous voulez, entendez-vous, trouvez la personne. Je ne comprends pas. Vous avez tout le territoire, vous avez peur de trouver une personne. Je ne comprends pas, je ne vous comprends pas. Donc en vérité, vous ne valez rien. C'est ce que vous voulez nous faire croire. Vous n'avez pas de force. Toute la force là, ce n'est que derrière Paul Biya. Et nous, on vous dit non. Comme on faisait quand on était jeune,
On trouve un jeu, sur ce jeu-là, on dit que ça tait, et on dit que ça tait, ça s'arrête là. Stop, basta. On veut que des jeunes, des moins jeunes, réfléchissent pour l'avenir du pays. Le Cameroun regorge de tellement de cerveaux que si nous nous mettons ensemble en un septennat, nous pouvons, par exemple, renverser la balance agricole. Moi, je suis conscient, avec le potentiel que nous avons, nous pouvons balancer, inverser le sens de la balance agricole. Nous ne devons pas importer le maïs. Nous ne devons pas importer l'huile de palme. Nous ne devons pas... C'est pas possible. Il n'y a pas de politique agricole. On préfère vendre les kitoko, donner les kitoko aux jeunes. Toutes ces choses doivent disparaître de l'espace public. On doit revenir sur l'essentiel. Nos populations sont prêtes à s'engager. Nous, dans le Sud, nous avons le potentiel en hommes, en terre, en forêt, en minerais. Nous sommes prêts. Et ce pouvoir politique nous empêche de nous épanouir. Cette affaire du président Paul Biya, nous allons la régler après la transition entre nous au Sud. Parce que c'est plus profond que ce que vous voyez là. Le Cameroun nous a trouvés. L'État du Cameroun nous a trouvés, nous, nos ancêtres. On était déjà là où on était. On est différent des Douala. Parce que les Douala, eux, ils sont sur un endroit tellement accessible que en un demi-siècle, ils se sont fait envahir. J'entends souvent Elimbi Lobé s'y plaindre, à juste titre. Nous ne sommes pas comme les Douala. Nous, nos richesses sont derrière nos maisons. Et pour que quelqu'un accède à l'arrière de nos maisons, il doit passer sur nous ou s'entendre avec nous. C'est pour ça que nous compterons toujours sur le Cameroun de demain, que Biya soit là, que Biya ne soit pas là. Et quand je vois la façon dont nos populations ont été traitées pendant 41 ans, je suis convaincu que nous allons mieux vivre après M. Paul Biya. Je suis convaincu. Une nouvelle génération a compris. Une nouvelle génération a compris. Ils nous ont donné des artifices. Ils ont trompé des jeunes. Des générations sont passées. Je vous jure que à Saint-Mélima, moi j'ai vu des gens que quand on me demande que celui-là est mort de quoi, je dis que celui-là c'est l'argent qui l'a tué. J'ai vu les gens morts à cause de l'argent. C'est-à-dire qu'on fait un tel mauvais casting dans une ville, on prend un homme qui n'a jamais connu de l'argent, on le met à gérer tellement d'argent que l'argent le tue. Moi j'ai vu des cas comme ça. Des jeunes qu'on aurait dû laisser prendre de l'expérience, apprendre. Et à côté de ça, vous avez des gens qui, eux, passent toute leur carrière. Moi, dans ma carrière, j'ai passé la moitié de ma carrière à essayer de participer à l'effort au développement, sans rien demander à la personne. C'est-à-dire, je dirais 15 ans de ma vie à aller au Cameroun pour essayer de montrer des entreprises, à aller au Cameroun pour essayer d'apporter des projets. Mais vous tombez sur des gens qui ne comprennent rien, qui ont des beaux costumes, qui ont des parfums, qui ont ceci, mais à la place, vous vous demandez est-ce qu'il comprend même ce que je dis? Quand je parlais de Paul Sek à Saint-Mélima, le maire me demandait est-ce qu'on a une mère?
Le maire me demandait si on avait une mer à 100 000 alors que moi, je lui parle d'une plateforme logistique. Pour vous dire à quel point certaines personnes sont incultes. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une base logistique, donc ce que c'est qu'un port sec. Il a fallu que je lui explique que, monsieur le maire, une base logistique nous permet de faire du transit de marchandises sous douane avec l'autorisation des services de douane. Donc, vous êtes impliqué parce que vous aurez vous-même une part des revenus qui seront liés au stockage qui vont venir dans vos comptes. Il faut leur expliquer. Vous les voyez avec des gros costumes, mais il n'y a rien dans la tête. Et c'est comme ça qu'ils mettent sur le côté les vrais projets qui peuvent permettre de désenclaver la région, comme si on les avait envoyés pour nous rendre plus bas qu'on est. Quand vous entendez une élite qui est censée être internationaliste, parce qu'elle est chargée de gérer les finances, et qui va à l'Assemblée déclarer que vous devez être fier qu'un noir va acheter une télévision chez les Blancs. Quand vous êtes quelqu'un d'un peu, bon, soyons courtois. Quand vous entendez cette phrase, que le ministre des Finances du Cameroun donne comme argument devant les députés de dire que vous devriez être fier qu'un noir va acheter une télévision chez les Blancs. Cette phrase n'est pas issue d'une certaine forme de complexe. Y a-t-il un argent qui a une certaine pesanteur quand il est dans la poche d'un noir par rapport à celui qu'apporterait un blanc? Qu'est-ce que c'est que cette image de race par rapport à un acte commercial? Est-ce qu'on fait les affaires en fonction de la race? Donc, quand vous arrivez à suivre ce genre d'analyse, les bras tombent, c'est-à-dire que vous dites que bon, il n'y a rien à faire, quoi. Il n'y a rien à faire. Et des exemples comme ça, bon, on peut en compter. Hein. Le résultat du noir qui allait acheter chez les Blancs, ça a donné quoi? Quand le noir, dans cette vision de la chose, quand on va acheter parce qu'on est noir, on est fier d'aller acheter chez les Blancs, quand on réfléchit comme ça, le résultat de ça, ça donne quoi? Parce qu'après, il faut assumer les résultats. Moi, je ne suis pas un... Je ne suis pas un intellectuel. Quand vous entendez Marlène parler, vous ressentez quelqu'un qui a un parcours académique, qui vous fait une explication scientifique de ce que c'est la politique. Moi, ce n'est pas le cas avec moi. Moi, je suis un enfant du quartier. J'ai connu les choses de la base jusqu'au sommet parce que j'ai côtoyé des milieux du sommet. Sans toutefois me vendre. Sans toutefois me vendre. Je n'ai participé avec personne. Nous, les boules, nous sommes orgueilleux. Les faux boulous, c'est ceux qui vont danser quand ils mangent une cuisse de poulet. Parce que ce qui tue souvent le boulot, c'est la viande et ça peut être la femme. Et c'est ça la différence. C'est pour ça que chez les boules, il faut des chefferies. Nos chefferies ont été mises de côté depuis l'arrivée de Paul Biya. Paul Biya a affaibli nos chefferies. C'est pour ça que ce désordre-là existe. Ils se sont achetés des chefferies en disant qu'ils vont, je ne sais pas quelle image, ils voulaient montrer par rapport aux chefferies traditionnelles. Mais nous, on n'a pas hérité des chefferies achetées. Nos chefferies ont été bâties sur des secrets que personne ne peut nier. Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir eu à dire au revoir à ses grands-parents.
Tout le monde n'a pas eu l'initiation. Dans une chefferie, tout le monde n'utilise pas la chambre du chef. Donc, quand je vous dis que nous allons régler nos problèmes du Sud après la transition, l'importance pour nous, c'est que l'imaginaire collectif du peuple camerounais doit savoir que nous, les Boulous, nous sommes des Camerounais comme tout le monde. Et que, en 2025, la campagne de sensibilisation et de dénonciation que moi j'ai engagée de mon côté est chargée d'expliquer d'abord à mes frères Boulous que nous avons plus à gagner qu'à perdre. Nos enfants vont mourir dans le nozo. Nous ne savons pas ce que nous avons fait. Nous n'avons pas de problème contre les anglophones. Le problème du nozo est un problème politique. Il faut qu'ils aient le courage de faire sortir les Ayou Tabé et tous ceux qui revendiquent les problèmes là-bas, qu'on les fasse asseoir, que tout le monde s'asseye. Mais ça ne peut plus se faire avec ce pouvoir-ci. Ils ont fait couler trop de sang. Même ceux qui sont là-bas ne sont plus prêts de s'asseoir avec eux. Donc, pour pacifier le Cameroun, nous devons passer par un changement inéluctable. Tout change dans la vie. Pour bien arriver au pouvoir, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans. Donc, aujourd'hui, quel crime je ferais si je dis que à 52 ans, je ne dois plus engager mes populations dans la course au pouvoir en me mettant derrière Paul Biya, parce que je sais que Paul Biya n'est plus capable? Quel est le crime que je fais? Quand je prends l'engagement de démontrer à mes frères qui supportent encore, qui sont encore sous l'influence des élites, parce que les élites ont tout simplement mis sous cap nos populations en fonction de leurs aires géographiques. Elles font tout pour faire à ce que ces populations ne puissent pas avoir les yeux éclairés. Et nous, vu que la souffrance n'a pas de frontières, Ayolo, dans son village, quand il revient de Yaoundé, il ne distribue pas le riz dans toutes les maisons. Même dans son village, il y a des gens qui dorment sans manger. C'est ça qui est la réalité. Moi, je n'ai jamais vu une élite qui arrive et qui dit que bon, on vient vous donner à manger pendant une semaine. On ne mange pas chez eux. Chacun mange chez lui. Chacun mange chez lui. Non, mes frères doivent reprendre. On est orgueilleux à la base. On est accueillant, orgueilleux, respectueux. Mais il faut qu'on prenne cette dose de courage qu'on nous a, en quelque sorte, enfermés. On nous a enfermés dans la peur. Et certains sont convaincus que c'est en allant se vendre chez certaines élites pour détruire les autres que les choses vont avancer. Mais non, le résultat est là. Ça n'avance pas. Les crimes économiques qui ont été faits par les élites du Sud, qui démontrent qu'elles n'ont jamais aidé véritablement le président Paul Biya. S'il faut que je les dénonce toutes, je vais toutes les dénoncer pour que les gens comprennent. Si je vois qu'à un certain moment, je n'ai même plus besoin de dénoncer et que tout le monde est déjà prêt par l'engouement aux inscriptions, par l'intéressement à voir des têtes nouvelles. Si moi je vois que toute cette mayonnaise a prise, j'arrête les dénonciations et puis je laisse la justice continuer son travail. Moi je ne me prends pas pour un justicier. Mais ce que je sais permet d'étayer, d'expliquer aux populations que vous courez dans le sac. Contrairement à ceux qui me disent ici que c'est nous qui courons dans le sac, moi je dis à mes populations que c'est vous qui courez dans le sac. Et la sortie, c'est qu'on risque d'aller
vous laissez au milieu des loups, au moment où il va falloir vous manger. Nous ne faisons pas le poids démographique vis-à-vis des coalitions qui peuvent arriver. D'ailleurs, à Sambelima, je disais à mes frères que comme nos élites sont nulles et que de l'autre côté, dans leur combat entre les Nanga et les Boulous, Ngongo les a dosés. Est-ce que je cache ça? Vous ne pouvez pas avoir fait vous-même introduire une personne qui arrive, qui vous balaie, vous êtes 10. Ils vous dribblent tous, pam, 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 et vous tombez dans le même piège. Et c'est à Saint-Mélima que vous venez faire les beaux, vous allez dans les bars, vous achetez les machins, vous sortez les billets de 10 000. C'est votre pouvoir s'arrête à Saint-Mélima. C'est sur nous que vous venez faire votre force. Voilà l'homme à la punk qui vous dose là-bas. Vraiment, j'ai été très touché de voir comment un ressortissant, un frère, se plaignait devant la mairie de Nangue-Boko pour démontrer l'état de décrépitude dans laquelle la maison du parti du RDPC de Nangue-Boko. C'est une honte. Et ils sont à Yaoundé, ils boivent des pétrus. C'est-à-dire que même chez eux, là-bas, eux, ils deviennent des rois. Et l'avantage qu'aurait pu avoir Ngongo et sur lequel il espère dans le cadre de cette scission politique qui s'annonce dans le RDPC, parce que moi, je vois plus le RDPC aller dans une scission politique où il y aurait un RDPC traditionnel et un RDPC progressiste qui partirait de l'Est jusqu'au Nord. Et les perdants dans tout ça, ce seraient les gens du Sud, s'il y a scission. Parce qu'après avoir mangé autant d'argent dans vos ventres vous seuls, si on parle vraiment de politique, très peu de personnes sont prêtes à s'allier avec vous. Parce qu'on sait que quand vous êtes aux affaires, vous mangez seulement seul. Donc même jusque-là, même au niveau des alliances politiques, le Sud n'est pas bien parti. Donc nous devons nous préparer à une autre reconfiguration politique parce que le nom de Paul Biya n'est pas éternel, c'est fini. Non, Paul Biya, c'est fini. Venez pas seulement nous dire que je suis docteur en machin, voici professeur machin. Non, 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 ça ce sont des titres. Montrez-nous sur le terrain que vous avez un homme prêt qui peut assumer les responsabilités du pays. Il nous sort un programme crédible, on voit l'équipe qui l'accompagne et on voit si on la suit. Comment on peut dire que c'est balle au centre? C'est balle au centre, sans Paul Biya. C'est ça que nous on dit. Au niveau du Djellabo, c'est ça que nous on dit. Et on est nombreux à le dire. Allez faire les sondages. Allez faire les sondages. Allez dans les villages. Que Paul Biya, est-ce que tout le monde va te dire Aka? Tout le monde va te dire Aka. Je ne peux pas vous compter le nombre de ponts que j'ai dû refaire pour aller chez moi. Pendant 41 ans de pouvoir, le nombre de ponts. J'arrive, je trouve le pont cassé, les planches des accès. Je descends, j'appelle mes frères, je dis, mettons des planches, on fait le pont pour que nos voitures puissent passer. Je suis à 28 km de Sambelima. Je ne peux pas vous dire. J'ai honte de le dire. Les moyens ne manquent pas. Les exemples sont là. Usine à manioc, machin de tracteur. Les exemples sont là. On va vous sortir un investissement, vous regardez, vous dites que mais cet investissement, c'est quoi la tête, c'est quoi la queue? Cet investissement, c'est pour faire quoi? Ils te disent que non, nous on fait. Mais le résultat, c'est que ben, il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui. Donc, je venais prendre ce petit temps parce que bon, la semaine va reprendre. Nous aurons sûrement des sujets à discuter. Je verrai à quel moment je ferai mon arrêt chez M. Emmanuel V. Mais je continue à garder contact avec mes frères pour leur dire, écoutez-nous,
Nous demandons aux médias de prendre ce sujet au sérieux. Prenez les sujets que nous traitons au sérieux. Nous demandons à tous les Camerounais de voir dans leur zone où elles ont des personnes qui ont participé à la gabégie de ce régime. Pour dénoncer, la dénonciation, ce n'est pas juste une dénonciation pour dénoncer. Et puis, on ne dénonce pas, ce n'est pas la calomnie. Il faut se renseigner, il faut avoir des éléments, il faut s'intéresser à la chose publique. Très peu de Camerounais ne peuvent vous dire qu'ils connaissent le plus gros salaire du fonctionnaire camerounais, ni le plus bas. C'est des sujets qui sont bêtes, qui ne vous intéressent pas. Et pourtant, c'est des sujets qui doivent vous permettre de savoir si telle ou telle personne vit en fonction des moyens qu'il est censé qu'il gagne. Vous ne pouvez pas voir un homme qui est entré dans l'administration en catégorie B, qui au bout de 3 ans de machin vous sort un immeuble de... Même en catégorie A, vous sort un immeuble R+2. Non, c'est un voleur. C'est un voleur. Et on va les rattraper. La République va rattraper ceux qui ont dépouillé l'État. Ça fait partie des choses qui vont permettre de faire comprendre, de prendre conscience aux gens que nous sommes dans un pays riche, on n'a pas besoin de voler le bien commun. Tant que nous n'avons pas encore atteint ce niveau où les gens peuvent se soigner gratuitement, on ne peut pas... Non, le bien commun, c'est le bien commun. Et le bien privé, c'est le bien privé. Et Dieu sait que vous vivez bien. Vous avez des largesses que l'État vous donne. Bon, ça pourra se discuter pour les modèles de fonctionnement des dépenses de l'État, parce que les dépenses que l'État fait aujourd'hui, bon, nous tous on trouve que c'est un peu exagéré. Mais ça, ce sont les spécialistes qui vont faire ça. Ce n'est pas de notre ressort. Prenons conscience. Ayez le courage dans le RDPC de trouver quelqu'un d'autre. Laissez Paul Biya. Laissez Paul Biya aller se reposer. C'est ça qu'on vous dit. La forfaiture de Paul Biya président, vous pouvez faire les appels que vous voulez. Faites les appels que vous voulez. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Paul Biya lui-même est conscient que ce n'est que son ombre qui parle. Comme on dit dans un vieil adage que si vieillesse pouvait, et si jeunesse savait, si Paul Biya pouvait, il vous chasserait tous. Mais il ne peut pas. Il ne peut plus. Il ne peut plus. Faites ce que vous avez à faire. Vous qui êtes en responsabilité. Organisez-vous. Ne nous envoyez pas dans le sang. C'est ça que nous on dit. Vous avez pris les boules, vous les avez mis en avant-poste. Nous, on dit qu'on n'a pas le problème avec le Camerounais. On ne veut pas le pouvoir là. C'est ça qu'on dit. Vous ne pouvez pas nous mettre devant les Camerounais, nous prendre, aller dire aux Camerounais que les Boulous avec Paul Biya veulent encore le pouvoir. Nous, on vous dit que, les Boulous, on dit que, ils ne veulent pas le pouvoir que vous allez chercher en 2025 là. On va suivre ceux qui seront devant pour prendre le pouvoir, pour apporter notre part d'effort à la juste mesure de nos moyens. C'est simple. On aimerait qu'on sorte même de ces équilibres régionaux qui ne nous servent à rien. Tout ça, là, ça ne nous sert à rien. On veut la compétence. On est sous l'air de la compétence parce que le prochain mandat, excusez-moi, le prochain mandat, c'est le mandat qui doit permettre d'essayer de commencer à rattraper le retard, à corriger les erreurs, à redresser les mentalités. Moi, je suis même partant pour qu'on ferme les bars de 9h à 11h. On les ouvre encore, même s'il faut arriver jusque-là. On ferme les bars, que les gens aillent au travail.
Les gens vont boire de 7h à 9h. On arrête de 11h à machin, ils vont manger, ils reviennent. Comme ça se passe ailleurs. Les gens ne meurent pas. On a habitué les Camerounais à boire de la bière. On peut les sevrer de cette bière-là. C'est ça que nous on dit. Parce que les gens boivent pourquoi? Parce qu'ils ne travaillent pas. Si les gens ont le travail, ils ne vont pas boire. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas boire en travaillant. Nous, dans le Sud, dans le cadre de la politique agricole, nous avons les possibilités d'avoir pour un jeune 1 hectare de culture. Si l'agriculture oriente notre jeunesse à dire que les besoins du Cameroun, c'est le maïs, et qu'on mette une politique agricole qui permette à chaque jeune de pouvoir produire 1 hectare de terrain, nous avons du terrain. On peut avoir un jeune 1 hectare. Les études démontrent qu'il faut environ 400 000 francs pour 1 hectare. Ça fait un capital. On peut. Et si on fait comme ça pendant des années, on va avoir les résultats de l'effort du travail. On ferme la société qui fabrique les kitoko. On commence à boire notre matango traditionnel qu'on buvait le matin et qu'on buvait quand on revenait du travail. C'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Les qui ont créé la richesse du Sud, ce ne sont pas les fonctionnaires. Ce sont les agriculteurs qui ont construit les villes sans Mélima, toutes les villes qui sont dans le Sud. Ce sont les fonctionnaires, ce sont nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et ils construisaient avec quoi? Avec le fruit de leurs efforts, du cacao qu'ils plantaient. Il y a des régions où il n'y a pas de terre. Nous, on a les terres. On les donne gratuits à des gens qui arrivent. On a donné 60 000 hectares à Franck Biya. Nous, on a donné 60 000 hectares à Franck Biya pour qu'il fasse les VA Sud. Il n'a pas acheté. On lui a donné. Et des hectares, des milliers, des millions d'hectares, il y en a encore. On ne va pas tout détruire. Parce que, comme je vous ai dit, la forêt, c'est notre vie. Moi, je me sens plus en sécurité en vivant dans ma forêt qu'en vivant à Paris. Parce que dans ma forêt, je n'ai pas besoin de chercher 10 centimes ou 20 centimes. Si je veux boire de l'eau, je sais quelle racine me donne de l'eau. Je veux manger la viande, je tends mon piège. Je chasse mon rat. Hein? Moi, si je fais Koh-Lanta, je vais prendre du poids. Nous sommes les enfants de la forêt. Nous n'avons pas peur du départ de M. Paul Biya. Mes frères doivent comprendre que nous serons toujours forts. Nous serons toujours les boulous après Paul Biya. Nous aurons toujours notre Sud après Paul Biya. Et nous vivrons sûrement mieux après Paul Biya. C'est ça que moi je vais leur expliquer. C'est vrai que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont aux affaires, je vous assure que ces paroles, c'est des paroles qui les blessent. Ils ne veulent pas entendre ça. Parce que notre histoire ne date pas seulement de l'ère de Paul Biya. La manipulation de nos populations date du départ des Allemands. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Nous, on a toujours commencé, on n'a jamais été un peuple soumis. Jamais. Pour vous dire, le chef de premier degré, Monsieur Mboutabam, Feu Mboutabam, il n'a eu son chef que parce qu'il était cuisinier des Allemands. Et ça a fait couler du sang. Il y a des gens au sud qui ont parlé aux Blancs, qui ont vendu leurs frères depuis l'époque des Blancs, et qui rigolent avec nous, qui font croire qu'ils sont avec nous. Un Mboutabam n'est pas de Sam Mélima. Un Mboutabam est de l'autre côté de Méomessala. Il dépend de Méomessala. Les Ayuros ne sont pas de Sam Mélima. Ils viennent de l'autre côté là-bas. Mais nous, on va régler ça après. Parce qu'il y a des gens qui sont venus nous trouver à Sam Mélima. Hein, et qui veulent nous faire croire qu'eux, ils vont faire la loi chez nous à Sam Mélima. Il y en a qui me menacent. Qui disent que moi, je ne peux plus mettre les pieds à Sam Mélima.
Je regarde, je rigole. Je regarde, je rigole. Moi, je peux arriver chez moi en passant par le Gabon, par la forêt, en passant par le Congo, en passant par la Guinée équatoriale. Je connais les chemins qui arrivent chez moi. Personne ne peut m'interdire le chez moi. Personne. Moi, quand ça me prend ici en France, si je dis que je rentre au Cameroun, demain je rentre. Ceux qui me connaissent le savent. Je ne suis attaché à rien. Je ne suis attaché à rien, sauf à mes terres. Parce que mon grand-père m'a dit au revoir. Je viens ici me reposer. J'ai des responsabilités sur mes terres. Et peu importe là où je meurs, j'irai, on m'enterrera sur mes terres. Donc je ne peux pas lâcher. Et personne ne va lâcher. Les boulous, vous ne connaissez pas les boulous. Je vous dis que quand les boulous vont se réveiller, même ceux qui ont cru qu'ils avaient déjà gagné, il y a toujours un retour de bâton chez les boulous. Je me rappelle un frère de l'Ouest qui est venu faire 600 hectares de palmeraie du côté de Bambis. Les gens se sont plaints. Il avait épousé une femme de Bambis, du côté de cette forêt-là, je crois. Les gens se sont plaints parce qu'il avait l'argent, les gens ont regardé. Le jour où il est mort, tous ces palmiers se sont retrouvés à terre. Nous, on a des valeurs simples. L'argent n'est pas une valeur chez nous. C'est pour ça que, avec certaines tribus, on n'arrive pas à s'entendre, mais on peut se comprendre. L'argent pour nous n'est pas une valeur fondamentale. On utilise l'argent comme ça. Nous, on a d'autres valeurs et il faut les respecter parce qu'on ne vient pas chez vous. J'ai toujours dit que vous verrez rarement un boulot immigré. Rarement. Et ça, il faut le reconnaître. Pourquoi on n'immigre pas? Nous, si on est si pauvres que ça, c'est pourquoi on n'immigre pas? On n'immigre pas parce qu'on a certains secrets qui sont utiles. Si vous donnez nos forêts, nos biens à d'autres personnes, vous revenez après un siècle, vous n'êtes pas sûr de trouver les mêmes forêts. Ils auraient sûrement tout vendu parce qu'ils aiment beaucoup l'argent. Or, les boulous ont accepté même de vivre à l'époque où on ne vendait même pas le bois. Les gens dormaient en bas des bibingas. On préfère dormir sur les racines. Le bibinga est debout, ça ne nous dérange pas. On est adapté à la nature. Mais comme le monde vient nous trouver et que nous sommes au moins en bon... Nous devons coopérer avec le monde. Il faut qu'il y ait une entente. Et c'est dans cet esprit d'entente que nous devons expliquer aux Camerounais que, attention, quand M. Paul Biya partira, les boulous seront toujours là. Nous ne voulons pas être jetés à la vindicte populaire pour dire que les boules ont tout mangé. Non, nous n'avons rien mangé. On va régler ce problème-là pour attraper, nous tous les enfants du Cameroun, on va attraper les voleurs qui viennent de l'Est, de l'Ouest, ceux qui viennent du Sud, du Nord, on va les mettre dans un paquet et on va les présenter au peuple pour que les générations qui viennent comprennent qu'on ne va pas nous utiliser dans le tribalisme pour nous diviser. Parce que le tribalisme, moi je dis tout le temps que le tribalisme, c'est le racisme à l'état primaire. Ça commence par la tribu, ça vient par la race. C'est un sous-ensemble, voilà, je dis c'est un sous-ensemble du racisme. Quand on n'a plus rien à dire, on indexe la tribu. Quand on n'a plus rien à dire, on indexe la tribu pour que se réveille en soi l'instinct animal qui va dire que comme je suis boulot, toi tu es Bamileke, tu deviens mon ennemi. Vous racontez quoi? S'il n'y avait pas les Bamileke dans les villes du Sud, les villes du Sud ressembleraient à ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous racontez quoi? Qu'on enlève un peu les Bamileke du Sud, les Bamoun, on voit un peu à quoi ressemble le Sud, une semaine. On a besoin des Bamileke. Moi, j'aime les Bamileke. Le Bamileke aussi doit m'aimer en respectant ce que je suis. Il ne doit pas me prendre pour un imbécile.
C'est de ça qu'on dit. Moi, j'aime les Aoussa. Je respecte les Aoussa. Combien de générations de Bamileke on a élevé à Saomelima? Les Fongam. Ils n'ont pas grandi à Saomelima. Ce n'est pas une histoire de tribu. Ce n'est pas une histoire de tribu. Ne piégez pas les Boulous, ne piégez pas les Camerounais en disant que telle tribu veut dire prendre les choses de telle tribu. Laissez ça. Laissez ça. C'est ça que nous on dit. Vous avez été incapable de faire le travail. Vous vous êtes contenté de prendre l'argent à votre profit. Les résultats sont là. Maintenant, vous avez aiguisé des appétits. Vous avez des oppositions qui sont en train de se construire. Nous, on ne voulait même pas s'impliquer dans ça. Moi, je ne suis pas un acteur politique. Je veux dire que ce sont mes premières prises de parole. Vous ne m'avez jamais vu sur vos tribunes pour défendre un parti. Ni de l'opposition, ni du pouvoir. Mais à partir du moment où je vois que vous voulez mettre nos enfants dans votre Ndjangui pour qu'il aille mourir, depuis que je vois des dizaines, des centaines d'enfants aller mourir au Nozo, ces enfants ont fait quoi? Vous donnez quoi à leur famille? Vous savez le temps qu'il faut pour élever un enfant jusqu'à 20 ans? Jusqu'à 20 ans, quelqu'un élève son enfant, vous allez l'envoyer, au bout de 3 mois, il meurt. Pourquoi? Qui nous a agressés? Un problème où les gens peuvent s'asseoir et régler sur la table en homme réfléchi, vous préférez aller sacrifier des gens, passer en touloupe, se faire de l'argent. À quelle époque au Cameroun est-ce qu'on a vu autant d'hommes gradés investir au Cameroun? Si ce n'est que sur cette époque du Nozo. Dites-moi que de telle époque à telle époque, on a vu les hommes militaires, que les militaires étaient en train d'investir. Vous voyez les investissements. Il y a déjà toute une rue de général à Yaoundé. Eux, ils ne peuvent que dire merci au Nozo. Et nous, on dit que ça doit s'arrêter. C'est 20% de notre économie qui doit servir au bien des populations. C'est ça qu'on dit. Le nord du Cameroun. Quand je vois comment... Bon, nous avons une différence fondamentale entre eux et nous, parce que au nord, eux, ils jouent sur la tactique du lamido. Le lamido, pendant les élections, lui, il va se mettre devant le bureau de vote. Et tout le monde doit venir voter parce que les gens sont respectueux. Mais même là-bas au nord, les gens se réveillent. Parce que Kavayegue, lui, il a 70 membres de sa famille qu'il a introduits dans l'administration, la haute administration du Cameroun. Est-ce que ça profite à toutes les familles du Nord? Pourquoi est-ce qu'à côté, il fait encore des séminaires de la famine au Nord? Ce sont les séminaires de la famille qui font que les enfants sont recrutés dans Boko Haram. Parce que les Kavayegue ne font profiter du bien, du pouvoir qu'à leur famille. À lui seul, il a 70 personnes. Si Paul Biya avait mis 70 personnes de sa famille dans le gouvernement, tous les Camerounais se seraient mis à pleurer. Mais Kavaï, écoutez vos médias, Kavaï a 70 personnes que lui, entre ses fils, ses beaux-fils, ses petits-fils, tous ces gens sont au sommet du pouvoir, entre inspecteurs du trésor, inspecteurs des impôts, machin. Il a même créé une succursale de l'Assemblée nationale au Nord. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état est le pays. Quand on dit que partout les gens doivent dénoncer, pour que tout le monde prenne conscience que partout les gens doivent s'engager. C'est ça qu'on dit. On sait ce qui se passe à l'Ouest. Et on aimerait voir les gars de l'Ouest se réveiller pour dire que, franchement, chez nous, on a des gens, c'est vrai, ils nous apportent, mais c'est trop, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas leur argent. Eux aussi, ils profitent. Ils profitent de l'État. Qui c'est qui envoie tous les revendeurs, tous les enfants qui vendent à 23 heures dans les bars jusqu'à 2 heures du matin? On voit des enfants avec des lampadaires, des machins. Ça profite à qui? C'est pas du commerce? Où est-ce qu'on paie les impôts de tout ça?
Ça ne vient pas des grands magasins. Il y a des gens qui profitent de la misère des autres. Au Cameroun, c'est comme ça. Et on doit libérer tout ça. On doit assainir tout ça. C'est notre souhait. On doit assainir tout ça. Parce que chacun doit avoir son statut dans la société. Chacun doit savoir que si je travaille, je suis protégé par rapport à l'activité que je fais, que de laisser des gens, ils se sont déjà contentés de dire que c'est l'économie, je ne sais même pas comment ils appellent ça là, la microéconomie, c'est-à-dire que l'économie populaire, les gens se débrouillent. Ça veut dire quoi, les gens se débrouillent? Ça ne veut rien dire. Les gens ne se débrouillent pas, les gens travaillent. Et on doit organiser le travail. On doit protéger les travailleurs. Le sauveteur, c'est un vendeur. On doit trouver son statut. Le pousseur, il a un statut. Tout le monde doit trouver sa place dans le pays. Et dans tous les autres pays, on sait que quand tu es dans telle situation, on doit te mettre dans telle catégorie. Ça, c'est une histoire de professionnel. Quand le pays est organisé, les gens s'asseyent et font le travail. Pas les femmes ndongo. Les femmes ndongo, ce sont les maudits. Ce sont les gens qui ont tellement desservi le président que, franchement, ils donnent raison à tout ce que les gens disaient que non, quand tu veux refuser quelque chose à un bout, le donne à son frère. Femme ndongo, tu as été l'un des cancers du président Paul Biya. Tu as été l'un des cancers du président Paul Biya. Aujourd'hui, il y a des gens qui pleurent Beli des Boutous. Les gens pleurent Beli des Boutous. Quand on voit ce qui se passe au palais, nous, on pleure des hommes comme Nobelinga. On pleure des hommes comme ça. Les Mvondouundi, on les pleure. Oui. Donc, on ne va pas rester trop longtemps. Je vous remercie. Vraiment, je vous remercie. Faites partager tout ce qu'on essaie de dire au fur et à mesure. Je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Je dis merci beaucoup à Marlène parce que à chaque jour que tu évolues, les Camerounais comprennent un peu mieux. Moi, je n'ai que les mots et le cœur et mon vécu que je peux partager avec mes frères. Je continuerai. D'ici quelques jours, je vous dirai quand je vais m'arrêter chez M. V. Parce que je continue à dire qu'il faut que j'explique à mes frères pourquoi on en est là. Jusqu'à ce que je prenne conscience qu'ils ont compris. Je vous remercie, je vous souhaite un bon dimanche soir. Bonne semaine à vous et à la prochaine.